on assure l'approvisionnement de Terre-Neuve-Labrador au quotidien. À chaque vendredi matin, il y a un navire dans le port de Montréal pour l'approvisionnement de Terre-Neuve-Labrador et on se fait un code d'honneur que les débardeurs soient tous présents pour acheminer le matériel vers Terre-Neuve-Labrador, puisque ça fait partie de la décision du Conseil canadien des relations industrielles. Il ne s'agirait que d'un petit peu plus de transparence de la part de la partie patronale. Au lieu d'essayer de faire des exercices médiatiques et de prendre le syndicat des débardeurs sur le bras, de nous dire qu'est-ce qu'il y a véritablement dans les 477 conteneurs, plutôt que de dire « j'offre une dernière fois au syndicat des débardeurs de le faire, à défaut, il va y avoir des travailleurs de remplacement demain matin dans le port ». Ils ont l'information sensible qui est à l'intérieur. On est capable de l'analyser, les deux parties. Ça ne prendra pas beaucoup de temps pour analyser quel est le type de marchandise qui est à l'intérieur de chacun des conteneurs. Je vais vous donner un exemple. Si à l'intérieur de certains conteneurs, il y a le dernier iBook Air d'Apple, ben, la décision du CCRI prévoit qu'il va rester sur le quai. Je ne pense pas que la compagnie Apple attend après son conteneur dans le port de Montréal. Elle est capable d'assumer le contre-coup économique de la grève du port de Montréal. La grève du port de Montréal est le dos large présentement sur, je vous dirais, du manque d'approvisionnement. On voit apparaître un peu partout qu'il y aurait pénurie de certains matériels à cause de la grève du port de Montréal. Je tiens juste à rappeler que les compagnies maritimes, avant même le déclenchement, avaient détourné des navires vers Halifax et que les conteneurs reviennent vers Montréal, reviennent vers Toronto, reviennent vers les États-Unis pour faire en sorte d'être acheminés, mais avec un certain délai. C'est ça le droit de grève que le syndicat des débardeurs possède. Pourquoi on fait une grève? Pour mettre une pression économique sur l'employeur et influer sur la table de négociation. La grève est un droit constitutionnel reconnu par la Charte canadienne. Et l'employeur tente de la diminuer et d'obtenir indirectement, par le biais d'une trêve, ce qu'on a obtenu au Conseil canadien des relations industrielles par une décision. Alors, je le répète, l'employeur tente médiatiquement, politiquement, d'obtenir ce qu'il n'a pas obtenu juridiquement. Alors, pour le syndicat des débardeurs, on est ouvert d'ici à demain matin à recevoir l'information des 477 conteneurs de la part de l'employeur. Il faudrait que l'employeur se mette un petit peu plus actif à être transparent dans la transmission des informations afin qu'on puisse le juger et, le cas échéant, fournir les débardeurs pour le faire. Nous l'avons déjà informé que pour l'ArcelorMittal, les boulettes d'acier et le sucre, la réponse était négative. Ça ne fait pas partie des dispositions de la décision du CCRI, malheureusement, pour eux. Et ça fait partie du rapport de force que le syndicat possède. En ce qui a trait aux travailleurs de remplacement, bien sûr que l'employeur a raison en partie lorsqu'il dit que le Code canadien prévoit qu'il y a possibilité de travailleurs de remplacement. L'employeur, j'ai écouté M. Tessier dans sa conférence de presse, il fait malheureusement une erreur. Les travailleurs de remplacement sont uniquement les employés cadres à l'emploi de la compagnie lorsqu'on a envoyé notre avis de négociation en septembre 2018. Et s'il faut tester juridiquement cette disposition-là, parce qu'il y a massivement l'arrivée de travailleurs de remplacement, on va le faire. Mais j'invite l'employeur à la prudence sur deux faits. Il n'y a pas un syndicat dans le monde entier qui va accepter qu'il y ait l'arrivée de travailleurs de remplacement massif sans que ça risque d'envenimer un conflit. Et pour ce faire, le syndicat des débardeurs lance un appel officiel à tout le mouvement syndical que dès demain matin, il se déplace sur nos lignes de piquetage pour venir appuyer notre droit de grève reconnu par la Charte et s'assurer que la décision du CCRI soit respectée. L'appel a déjà été fait à la FTQ, qui nous envoie le maximum de gens possible pour nourrir nos lignes de piquetage et s'assurer qu'il n'y ait pas une arrivée massive sur escorte policière de travailleurs de remplacement. Alors, on n'en tient qu'à l'employeur de baisser la tension, de retirer sa possibilité de travailleurs de remplacement, de nous identifier quel est le contenu des conteneurs, afin qu'on fasse dès aujourd'hui l'identification des conteneurs qui doivent sortir. Et ça va être avec grand plaisir que le syndicat des débardeurs va s'exercer et va fournir les gens nécessaires à ce que le matériel soit acheminé. Et je vous rappelle
On a déjà fait cette demande-là vendredi dernier et encore aujourd'hui, l'employeur, je ne sais pas pourquoi, il vous l'expliquera, mais il y a 4 conteneurs qui sont dus pour la région de Toronto liés à la pandémie, qu'on a adressés jour après jour après jour, et on n'a eu aucune réponse de sa part. Alors, on veut bien prendre la responsabilité de notre grève. Notre grève, elle est légale, elle n'est pas illégale, mais l'employeur va devoir prendre ses responsabilités sur le temps absolument incroyable qu'il prend à adresser certaines demandes de conteneurs qui sont liées à la pandémie. Et toute la structure du port de Montréal possède l'information. Il y a 4 personnes qui possèdent toute l'information dans le port de ce qu'il y a dans les conteneurs et ils pourraient très bien rapidement nous faire en sorte que ces conteneurs-là soient sortis liés à la pandémie. L'employeur a parlé lors de son point de presse qu'il souhaitait qu'il n'y ait pas de violence. Nous ne sommes pas des violents, nous ne sommes pas des intimidateurs. Il y a eu des événements le 29 juillet dernier. Le syndicat en a pris la responsabilité. C'était un piquet de grève volant. Et on l'a dit, on le redit, on laisse la police faire son enquête. L'employeur semble vouloir en faire un dossier de ce que nous on appelle dans notre jargon de la viande de négo. Là encore, il vivra avec la réputation d'avoir pris 27 familles de débardeurs à son tour en otage et d'essayer de l'utiliser à des fins de négociation. Alors, M. Tessier portera cette réputation-là de façon indélébile si c'est ce qu'il décide de faire. J'ai beaucoup de respect pour M. Tessier, je continue d'être en contact avec lui, mais je considère que jour après jour, plutôt que de baisser la tension, il ne fait que l'augmenter. Et on ne restera pas immobile si jamais il veut augmenter la tension dans le port de Montréal. Ce qui m'amène à vous parler de la négociation. L'employeur a dit 80 rencontres de négociation et on n'a toujours pas d'entente de principe. Ça fait 3 trêves qui est proposée par le syndicat des débardeurs depuis le mois de juillet. La dernière a été proposée lorsqu'il nous a remis son document lundi soir dernier, lundi de cette semaine, où est-ce qu'il nous menaçait de travailleurs de remplacement. J'ai dit, si tu veux sortir ces conteneurs-là, Martin, il y a possibilité que dès cette nuit, on négocie une trêve et qu'on réouvre le port. Parce que c'est une des obligations qu'on va avoir un jour. Il va falloir d'arrêter de jouer à mon père est plus fort qu'elle tient à un moment donné, puis prendre chacun, essayer d'être plus intelligent qu'orgueilleux, comme M. Tessier dit toujours, et regarder dans quelle disposition on pourrait rouvrir le port afin que les navires reviennent dans le port de Montréal. On sait que d'ici dimanche, il y a 6 navires qui sont, je vous dirais, pris dans la région d'Halifax, et je vous invite à regarder les informations locales à Halifax. Il y a un engorgement monumental au port d'Halifax. Les porte-conteneurs sont à queue leu-leu en attente d'être déchargés. Le temps de chargement-déchargement des navires est de 6 jours, alors que dans le port de Montréal, ça dure sur 2 jours. Alors, nécessairement, il y a un engorgement à Halifax que l'employeur nie. Et on lui a offert une trêve pour réouvrir le port, et ses conditions sont toujours les mêmes, que le syndicat prenne son droit de grève et le fout aux poubelles. Et je l'ai dit et redit, il n'y a pas un syndicat dans le Canada qui va accepter de prendre son droit de grève légal et de le foutre aux poubelles. Une trêve, c'est qu'on se dit, on prend un pas de recul tout le monde. On réouvre le port dans les meilleures conditions possibles pour les 2 parties. Ça veut dire la réintégration de toutes les conditions de travail liées à la convention collective, et ça veut dire la réintégration de tous les employés qui étaient à l'emploi avant le début de la grève légale des débardeurs. Et je dis bien tous les débardeurs qui reviennent au travail pour assurer les opérations dans le port de Montréal. Malgré les offres du syndicat, l'employeur nous a dit on entend réfléchir, Michel, à ton offre. Et la seule réponse qu'on a eue, c'était que j'ai une réponse que j'ai eue à 6h20 ce matin, que suite à notre réponse qu'on voulait faire uniquement les conteneurs liés à la pandémie, il était pour utiliser des travailleurs de remplacement. Alors c'est pour ça que je fais un appel à tout le mouvement syndical à venir nous appuyer sur les lignes de piquetage demain. Alors je réitère que la table de négociation continue. L'employeur nous parle de 80 rencontres qui n'ont pas été productives. Il va falloir que l'employeur fasse un examen de conscience lui aussi un jour. La structure de l'Association des employeurs maritimes est issue de l'article 34 du Code canadien du travail. La structure de l'employeur fait en sorte que ce qu'on a devant nous à la table de négociation, c'est une shop de ressources humaines.
ce n'est pas les véritables décideurs. Ce n'est pas les lignes maritimes. Ce n'est pas les compagnies maritimes. Alors, on veut bien prendre le blâme sur une partie des 80 rencontres. Il faut rappeler que pendant 1 an et demi, l'employeur a mis plus d'énergie à nous faire suspendre par le tribunal du travail notre droit de grève, ce qui a nécessairement ralenti le processus de négociation. Et ils ont perdu. Et ils ne sont pas capables d'assumer la défaite qu'ils ont perdue au Conseil canadien des relations industrielles. Le syndicat a gagné sur toute la ligne. Et il tente aujourd'hui de diminuer ce gain-là. Je considère, et le syndicat dans son entier considère que c'est des gestes de provocation qui n'ont pas leur place à ce niveau-ci de la négociation. Alors, contrairement aux États-Unis où les compagnies maritimes et les lignes maritimes comme Maersk, comme OCL, comme MSC, comme Hapag-Lloyd sont à la table de négociation, nous, on a une shop de ressources humaines qui s'en vient. Ils sont bien sympathiques. On les connaît depuis des années. Mais clairement, c'est une structure qui ne fonctionne pas parce que les véritables décideurs ne sont pas à table. Et clairement, le rôle que l'employeur a devant nous, c'est qu'il reçoit mandat d'un conseil d'administration composé de ces lignes maritimes-là. Ils viennent nous le transmettre. Et quand ils ont adressé une demande syndicale à la table de négociation, ils deviennent des commis voyageurs ou des vendeurs itinérants. Ils prennent notre demande et ils vont essayer de la vendre au conseil d'administration qui sont composés des lignes maritimes. C'est assez particulier que c'est l'employeur qui se transforme en vendeur de notre demande syndicale. Alors un jour, il va falloir que le gouvernement du Canada regarde cette disposition-là du Code parce que partout au Canada, les négociations sont difficiles, sont longues, inefficaces et parfois mènent même jusqu'à des conflits. Je vais vous rappeler qu'il y a eu un conflit dans le port de Vancouver l'année passée. Alors, que l'employeur fasse un examen de conscience, lui aussi de son côté, sur le nombre de jours que prennent les négociations et parfois l'exercice soit du droit au lockout. À Vancouver, c'était un lockout et dans le port de Montréal, une grève générale illimitée parce que l'employeur nous avait placés en lockout technique avec le détournement des navires et la modification de nos conditions salariales. Alors, c'est la réaction du syndicat des débardeurs ce matin. En résumé, si l'employeur veut nous communiquer le contenu des 477 conteneurs, et je vais vous résumer ça en une seule phrase. S'il y a 4 conteneurs de parfums Coco Chanel qui sont dus pour le Québec, les 4 conteneurs de parfums Coco Chanel vont rester sur le terminal, nécessairement. Ce n'est pas lié à la pandémie et ce n'est pas lié à ce que le Conseil canadien des relations industrielles nous a dit comme décision. Marianne Laclade de TVA. Il y a une autre arrestation quand même avec les événements au stationnement du stade olympique. Là, à partir de demain, il y aurait des travailleurs de remplacement des cadres qui vont venir faire le travail des débardeurs. Comment vous allez contrôler vos membres? Nos membres sont très disciplinés. Je vous rappelle que ce qu'on avait dit lors de notre conférence de presse sur les événements du 29 juillet. Il y avait 4 camions de briseurs de grève, ce qu'on considère, nous, des briseurs de grève. Un seul a fait l'objet de la colère et de la montée de pression de la part des débardeurs qui étaient sur un piquet de grève volant. Je l'ai rappelé à l'employeur. Il faudrait peut-être vous questionner sur votre bord qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse vanne-là pour que ça provoque la colère des débardeurs. Moi, j'ai une réponse déjà. Il y a eu des provocations de fait par une des personnes à l'intérieur qui a été identifiée par les débardeurs et qui invitait les débardeurs à se battre et qui faisait des doigts d'honneur à nos débardeurs. Alors la tension a monté. Lorsqu'un véhicule a avancé sur un de nos membres qui faisait un piquet de grève volant, la tension a augmenté et il y a eu des provocations faites par les briseurs de grève qui étaient à l'intérieur d'un seul camion. Les 3 autres camions n'ont fait l'objet d'aucune colère des débardeurs et il y avait même un briseur de grève à l'extérieur d'un camion qui était identifié et absolument personne s'est adressé à lui, absolument personne ne l'a bousculé. Et pour le reste, on va laisser l'enquête policière se poursuivre. Vous parlez de Coco Chanel et tout ça, mais il y a des petites PME, des entreprises qui disent, nous, là, d'arrache-pied, on a passé à travers la pandémie, mais là, ça va signer notre arrêt de mort. Ça, c'est des travailleurs. Vous avez à cœur les travailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites à ces travailleurs-là? Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que si l'employeur est capable de nous identifier des conteneurs, ou est-ce que, pour vous donner un exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une compagnie, une petite et moyenne entreprise, et à la merci de recevoir son conteneur, le syndicat va l'adresser, madame. Le syndicat va le considérer. C'est ce qu'on vous dit. D'abord, il faudrait avoir l'identification, le destinataire, qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs. L'employeur est capable de nous fournir ça. On l'a déjà fait dans le passé. En 2010, il y avait une usine qui nous avait appelé, il a dit « J'ai 10 rouleaux d'acier, et si je n'ai pas mes 10 rouleaux d'acier,
je vais fermer la shop, et c'est le syndicat des débardeurs qui avait permis de le faire. Là, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'on ne veut pas non plus avoir à gérer pour les 2 prochains mois les conteneurs, l'entièreté des conteneurs qui sont sur le quai, pour l'entièreté des compagnies qui vont nous dire, ben là, ma shop est en danger. Oui, mais c'est pour ça qu'on fait la grève, pour essayer de mettre une pression. Mais on est capable de considérer la valeur humanitaire liée à la pandémie et la valeur de certaines petites PME qui sont tributaires de recevoir. On est capable de le considérer sans aucun problème. Mais pour ça, il faut que l'employeur soit transparent et qu'il nous fournisse l'information. D'autres questions? Oui, Vincent Rességuier de Radio-Canada. On vous sent très éloigné d'une négociation qui trouverait une issue favorable, une entente. On parlait des horaires de travail en début de conflit qui était le principal point d'achoppement. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas et on n'a toujours pas réglé les horaires de travail. On a fait une proposition à l'employeur sur les horaires de travail. L'employeur a dit on y trouve un certain gain pour nous, mais ça risque de coûter un petit peu plus cher pour nous. En même temps, alors, il a fait une espèce de cherry picking et sans rentrer dans les détails de la négociation, il a pris la négociation de l'article 14 et il l'a mis de côté. Alors là, on est rendu qu'il y a plus d'articles de côté à la table de négociation qu'il y a de règlements à la table de négociation. Alors, nous, on veut bien, mais vous savez, la négociation, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait 4 pour le syndicat des débardeurs dans le port de Montréal. C'est ma 4e. Une journée, on est à 20 km de distance et le lendemain, on est à 20 mètres de distance. Alors, ça peut évoluer très rapidement d'une journée à l'autre. Et on a déjà vécu ça dans le passé, on n'est pas surpris. Nous, on y met toutes nos énergies. Il y a une équipe syndicale qui est à temps plein sur les lignes de pitage afin de s'assurer que tout se passe bien, que la coordination se passe bien. Et l'autre moitié de l'équipe qui est à la table de négociation qui met à la fois l'été et nos familles de côté. On y est jour, soir, fin de semaine, parfois une partie de la nuit. Et on met toutes nos énergies à la table de négociation, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté de la partie patronale de bouger de son côté. On a l'impression qu'il y a de l'immobilisme avec un seul vœu, c'est que le conflit s'envenime et qu'il demande à la ministre du Travail d'intervenir. Alors, chaque jour qui passe, on est bien conscient que la ministre doit être sous pression et qu'elle doit recevoir un paquet d'appels, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une urgence de la part de la partie patronale à négocier. On a l'impression qu'ils ont beau dire qu'on est à 80 rencontres, mais on se rendrait à 90 puis ça n'a pas l'air à les déranger. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de mouvement significatif à ce stade-ci. Il n'y a pas de mouvement significatif à 3 trêves proposées pour réouvrir le port et on continue de jouer les durs puis de dire ben, ça me prend l'arbitrage de différent, il faut que tu prennes ton droit de grève et tu le mettes aux poubelles. Alors, ils ont de l'air au-dessus de leur affaire, mais ils ne peuvent pas nous invoquer que c'est nous qui prenons du temps à négocier la convention collective. Avez-vous l'impression qu'ils vont jouer avec l'opinion publique? Parce qu'on a vu aussi beaucoup de discours comme quoi vous étiez du personnel qui était pas allé à l'université, qui supposément n'avait pas de formation adéquate, et que vous gagnez des salaires mirobolants. Ouais. On a l'impression qu'il y a une bataille politique qui se joue sur ce point-là. C'est quoi votre analyse? Ben moi, je vais vous dire, d'abord, le 120 ou le 140 000 que les débardeurs gagnent, c'est parce qu'ils le font en travail. Ils travaillent jour, soir, nuit, fin de semaine, 19 jours sur 21 dans un premier temps. Alors, on ne l'a pas volé, on a quasiment vendu notre vie sociale et notre vie familiale pour être des débardeurs. Ça, c'est dans un premier temps. Par rapport à l'opinion publique, le syndicat des débardeurs est extrêmement fier de représenter des gens qui n'ont pas été à l'université, mais qui, par leur salaire et leur contribution aux impôts provinciaux et fédéraux, payent plusieurs professeurs du secteur public pour les citoyens et citoyennes du Québec. Alors, quand je fais 140 000 j'en paye 70 000 en impôts, et l'addition de tous les débardeurs, ben, je l'ai dit au ministre Boulet du Travail la semaine dernière quand il m'a appelé, je pourrais leur dire que c'est grâce aux impôts des débardeurs qu'on est capable de se doter de professeurs dans le secteur public. Alors, je suis extrêmement fier du salaire que les débardeurs font. On contribue par nos impôts à une meilleure essor du service de l'éducation, par exemple, ou du service de la santé. Alors, on n'a pas du tout honte de notre salaire. Est-ce que l'employeur essaie de jouer l'opinion publique? C'est ma 4e négociation. À chaque fois, on essaie de dire « Ah, les méchants débardeurs, ces espèces de primadonnas là, qui ont des bons salaires. » Je l'ai dit la dernière fois, je lance un défi à quiconque de venir faire 6 mois comme débardeur avec les horaires de travail qu'on a et les bons salaires qu'on a, bien sûr. Et
suis pas sûr que ni leur couple ni leur famille tiendraient le coup au bout de 6 mois. Nous, ça fait des années qu'on le fait. Et on demande juste d'avoir une meilleure conciliation de travail et vie personnelle pour nos gens. Parce que les horaires qui étaient efficaces dans le passé, parce qu'il n'y avait pas le volume de travail qu'il y a, mais avec le volume de travail qu'il y a présentement, c'est des horaires complètement inefficaces. Et l'employeur lui-même l'a reconnu à la table de négociation que les horaires sont inefficaces. Je suis une dernière question sur ce point-là. Justement, les horaires, on lit toutes sortes de choses sur l'organisation du travail au sein du corps. Puis, on a vu dans les journaux que vous deviez appeler le soir entre 18h et minuit pour avoir votre affectation du lendemain, c'est-à-dire horaire, matin, midi ou soir. Et également votre lieu de travail. Exact. Est-ce que ça s'applique à tout le monde ou seulement aux employés qui sont temporaires ou du moins qui n'ont pas encore une permanence? Ça s'applique à 90% de nos gens. Ça ne s'applique pas aux mécaniciens. Et ça ne s'applique pas aux grands contremaîtres qui ont des horaires un petit peu plus fixes, qui sont aussi des membres du syndicat. Les grands contremaîtres dans le port de Montréal, on les représente aussi, ils sont aussi des membres du syndicat. 90% de nos gens ont à appeler leur assignation la veille pour connaître leur assignation du lendemain, selon certains paramètres qui ont été négociés. Et ces paramètres-là ne tiennent plus avec le volume qu'il y a dans le port présentement. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose en anglais, s'il te plaît? Oui, mais je vais juste finir de prendre une question en français. Il y avait le monsieur. Il faudrait faire tout un petit statement en anglais parce qu'on a... Tu veux que je le fasse tout de suite? Oui. Oh my God, OK. L'anglais, c'est pas ma première langue. Je vais essayer de vous